Vous écoutez l'épisode 166 du podcast Business en spa esthétique, parcours d'entrepreneuse avec Sonia B. Bonjour, je suis Tiffaine Modeste, la créatrice et directrice d'Expertise Spa Bien-être, le premier centre d'accompagnement des artisans de la beauté et du bien-être qui veulent réussir. Notre mission, vous enseigner ce que vous n'avez pas appris à l'école, la gestion d'entreprise, les stratégies business et le management des équipes. Alors bienvenue sur le podcast Business en spa et esthétique. Chaque semaine, je vous invite à découvrir une nouvelle vision de votre métier avec les meilleures astuces que j'ai mises en place au cours de ma carrière, les outils que je partage avec nos clientes et leurs histoires de réussite, et les témoignages des grands acteurs de notre secteur. Aujourd'hui, je vous propose un épisode un peu particulier, un épisode qui s'inscrit pleinement dans la thématique que je développe en ce moment autour des ambitions des dirigeantes de notre secteur. J'ai le plaisir et l'honneur de recevoir Sonia B. Sonia est esthéticienne, entrepreneuse, créatrice de contenu et surtout une femme qui a construit un véritable business autour de son expertise et de sa vision de la beauté. Ce que j'avais envie de vous proposer à travers cet échange, ce n'est pas une interview succès de plus, ni un portrait idéalisé, mais un vrai retour d'expérience sur son parcours d'entrepreneuse. Comment on passe d'un métier passion à un business structuré, comment on prend des décisions qui changent tout, et comment on assume ses ambitions dans un secteur où on n'ose pas toujours les exprimer. Alors c'est parti pour cet épisode. Sonia, merci d'avoir accepté mon invitation. Je suis ravie de te recevoir dans le podcast. Et pour commencer, j'aimerais qu'on revienne au tout début, à tes débuts. Comment est-ce que tu es entrée dans le métier de l'esthétique ? Merci Tiffaine, je suis ravie également d'être ton invitée aujourd'hui. Alors moi, comment j'ai commencé vraiment par passion. C'était une passion de petite fille. Depuis toujours, je voulais devenir esthéticienne. Je pense que, je sais pas, aux alentours, mes premiers souvenirs aux alentours peut-être de 7 ans, c'est déjà ce que je notais à l'école quand on me demandait qu'est-ce que tu veux faire plus tard. Parce que j'aimais déjà tout ce qui était autour de la beauté, des produits, du maquillage, des odeurs, tout ce qui représentait le beau, le soin. Donc vraiment par passion. Qu'est-ce qui, justement, te plaisait profondément dans ce métier au départ ? Parce que c'est vrai que petite fille, on a souvent le rêve de cet univers de la beauté, du maquillage, des couleurs, etc. Mais quand on se lance dans le métier, parfois, il y a un petit décalage. Qu'est-ce que toi, te plaisait au début ? Alors c'est vrai que il y a parfois un décalage entre ce qu'on aime faire sur nous et ce qu'on fait pour les autres. Et c'est vrai que moi, ce que j'aimais bien, c'était vraiment le côté aussi sublimé, le côté transformé et surtout redonner confiance. Voilà, aux alentours de mon adolescence, je me souviens que je maquillais les copines de ma maman, etc. Et quand je voyais à quel point ça pouvait leur donner le sourire, je me disais que c'était un métier aussi très puissant dans le sens vraiment redonner le sourire aux femmes. Oui, il y a un côté aussi très valorisant justement d'apporter ça. À ce moment-là, tu t'imaginais où quand tu as commencé vraiment dans le métier de l'esthétique, tu t'imaginais où 5 ans plus tard, 10 ans plus tard? Est-ce que tu te voyais déjà entrepreneuse ou tu avais d'autres ambitions, d'autres envies? Alors, pas du tout. Franchement, je me voyais pas du tout entreprendre. C'était quelque chose auquel, j'étais pas destinée à ça, j'avais pas d'entrepreneur autour de moi et moi ce que je voulais c'était vraiment pratiquer la beauté, voir un petit peu tous les aspects de la beauté. On va dire que mon rêve c'était plutôt de travailler pour de belles maisons, des univers élégants, exigeants puisque j'aimais déjà les produits de niche dès que j'ai commencé, les prestations un petit peu haut de gamme. Donc voilà, je me voyais plutôt évoluer vers des belles marques mais jamais je me suis dit je vais entreprendre, ouvrir mon propre institut. Non, c'était pas du tout de base un projet. Alors comment justement dans ton parcours tu es arrivé à ce statut d'entrepreneur? Quelles expériences en fait tu as eues en tant que salarié? Peut-être est-ce que c'était des observations? Comment t'es arrivé dans ton chemin Oui. du métier jusqu'à ouvrir ton centre?
Alors pour moi, ça s'est fait plutôt sur un échec professionnel parce que en fait j'ai étudié l'esthétique, ensuite je suis rentrée dans le milieu professionnel. J'ai eu la chance vraiment de travailler pour de beaux instituts assez haut de gamme et notamment dans un institut à Lille pendant 10 ans. Et cet institut a fermé assez subitement. Voilà, je suis arrivée là-bas en tant qu'esthéticienne, ensuite assistante, après, et pour finir comme manager. Et j'ai adoré, je m'y voyais super bien. C'est voilà, je sais pas, j'imaginais même presque ma vie là-bas. En fait, je me posais pas trop de questions. Et c'est vrai que ça a fermé. En quelques mois, j'ai pas eu trop le temps de m'y préparer. Et c'est là où je me suis dit, bon, qu'est-ce que je vais faire? Parce que j'adorais mon travail, j'avais une clientèle, hein, puisque ça faisait 10 ans. Et j'ai fait un peu de domicile et bon, j'ai vu que c'était un peu compliqué, c'était pas trop pour moi. Et c'est vraiment les clientes, en fait, que j'avais à l'époque qui m'ont poussée à me lancer. Ils m'ont dit non mais Sonia, il faut absolument que tu t'installes. Nous on est là, on va venir, on va t'aider. Donc c'est rigolo, mais j'avais une cliente agent immobilier qui m'a dit bon bah regarde, il y a un local libre, il est top. Une cliente banquière qui m'a dit mais attends, je vais t'aider à faire ton dossier. Vraiment c'est et du coup bah, je me suis lancée un peu comme ça, naïvement. Donc ton projet finalement, ça a été une co-construction avec ta clientèle, ta future clientèle, on va dire, ce qui était une richesse énorme en fait quand on entreprend et qu'on a déjà ce noyau solide de clients qui sont engagés derrière soi. Oui, complètement. Vraiment, c'est ce qui m'a rassurée. Et je me suis dit, bah, au final, en effet, c'est faire la même chose, mais pour moi. Et voilà, je me souviens quand même de m'être lancée un peu innocemment, sans savoir un peu ce qui m'attendait, puisque l'idée c'était d'ouvrir seule. Hein. Au départ, j'avais pas du tout imaginé embaucher qui que ce soit. Hein. C'était vraiment mon petit institut à moi, dans le quartier où je travaillais juste avant. Mais c'est vrai que bah, ça a tout de suite cartonné, puisqu'en effet, bah, les clientes elles ont suivi quoi et elles ont été aussi sensibles à l'histoire ancienne de l'institut, elles ont le soutenir et c'est vrai que le démarrage a été très fort. Hmm. Aujourd'hui, Sonia B, c'est quoi? Qu'est-ce que tu proposes? À qui tu le proposes? C'est vraiment ce que j'appelle hein, le côté positionnement USP. Bah, alors aujourd'hui, Sonia B, bah, c'est bien plus qu'un institut. Hein. C'est vrai que euh, c'est, moi j'aime bien dire une vision en fait de la beauté, une vision experte, moderne et axée surtout sur l'expérience client. C'est vraiment ce qui m'importe le plus. Aujourd'hui, on propose des soins signature, une approche assez pointue de la peau, des ongles, du maquillage avec une vraie identité et aussi une vraie présence digitale. C'est un peu ce qui change des instituts habituels. Voilà, c'est vrai qu'on parle beaucoup de personal branding. Moi, j'ai beaucoup, tout naturellement, en fait, misé l'image de l'institut autour de ma personne. Et voilà, c'est vrai que ça a beaucoup plu. On a un institut à Lille, mais on a aussi plein d'autres instituts un peu pop-up. C'est un peu la particularité dans les grands magasins printemps, dans des hôtels, pour des événements, à la télé. Enfin, vraiment, on s'ennuie pas. C'est pas du tout l'institut traditionnel, donc ça c'est sympa. Et voilà. Et à côté de ça, bah, c'est vrai que aujourd'hui, avec mon expérience, je fais pas mal de conseils, de consulting pour des marques de beauté, mais aussi pour des professionnels, soit en transformation ou soit qui traversent des périodes difficiles. Et d'ailleurs, c'est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup sur ces dernières années, c'est vraiment le côté très fort de la transmission. Un peu comme les clientes en fait m'ont aidé à me lancer. Je trouve ça super. Si à mon tour aujourd'hui j'arrive aussi à aider d'autres personnes et à qui on s'adresse, bah vraiment à toutes les femmes. Hein. Après on est plutôt sur une clientèle CSP+, puisqu'on voilà, on travaille avec des marques assez haut de gamme. On se spécialise dans des prestations vraiment très qualitatives. Donc voilà, je dirais voilà, une clientèle un petit peu haut de gamme, mais ça peut être ouvert aussi aux hommes. Enfin, j'essaye de plus en plus de cibler large. Ok. Donc Sonia B, maintenant, c'est vraiment une marque Ouais. au-delà d'un centre de la beauté moderne
et experte que tu as créée, c'est devenu une marque. Tu l'as fait grâce au personal branding. Tu as énormément de réussite aussi au niveau digital avec une grande communauté. J'aimerais qu'on parle maintenant un petit peu de ce moment justement où tu as pas basculé, mais ça a vraiment grandi. À quel moment est-ce que tu as compris que ce que tu étais en train de faire, le métier que tu étais en train d'exercer, euh, tu pouvais construire quelque chose d'encore plus grand? Alors, il y a différents moments auxquels je pense, mais déjà pour mettre un petit peu de contexte, moi, quand j'ai lancé l'Institut, donc on était en 2018, et en 2018, je sais pas si tu te souviens, mais c'était vraiment la tendance en fait des instituts un peu low cost, avec des abonnements, avec souvent des décors, soit tout blanc, soit tout vert. C'était la grande tendance du bio, que ce soit visuel, mais aussi dans les produits. Et c'est vrai que moi, je suis arrivée avec un institut déjà tout rose, vraiment avec un design particulier, mais en même temps, moi, c'était simplement, ça me ressemblait. Je voulais quelque chose de doux, de chaleureux, parce que ça ressemble à ma personnalité, on va dire. Et c'est vrai que quand, dès le départ, il y a eu vraiment ce succès de rendez-vous, aussi de nouvelles clientes. Qui me disait enfin un endroit où on se sent bien, enfin un endroit cosy qui peut ressembler un petit peu à une maison. Je me suis dit finalement moi qui pensais que c'était ma petite vision à moi, bah, ça peut aussi plaire à un plus grand nombre. Et c'est vrai que c'est là où je me suis dit bon, il y a peut-être quelque chose à faire finalement. Ça va peut-être se développer plus vite que ce que je pense. Et bon, ensuite, j'ai subi le Covid. Et c'est vrai que pendant le confinement, je me suis mis à fond sur les réseaux sociaux. Je faisais plein de lives, je postais énormément. Il y a plein de gens qui m'ont découvert pendant cette période. Et au déconfinement, c'est un moment qui est très marquant pour moi, puisque vraiment l'activité s'est décuplée. C'est là où j'ai embauché 4 personnes d'un coup. C'était vraiment énorme. J'ai agrandi l'institut, etc. Et là, je me suis aussi dit, au-delà de Sonia B et du métier, enfin, je me suis dit vraiment le métier était en train de passer un cap où pendant ces mois de fermeture, je pense que tout le monde aussi s'est dit, le bien-être, c'est important, il faut prendre soin de soi. Et même je me souviens de clients qui n'avaient jamais été en institut de beauté, qui avaient eu un peu le déclic. Voilà, et puis après, quelques mois après le déconfinement, je me souviens, j'étais en prestation avec une cliente et je postais déjà beaucoup sur les réseaux, mais vraiment pour m'amuser entre guillemets. J'avais pas de stratégie, c'est juste que j'aimais bien poster un petit peu les résultats, un peu la vie de l'institut. Et un jour, je reçois un mail et l'objet du mail c'était Sonia B X printemps. Bon, j'ai cru à une blague au départ. Et en fait, le mail, c'était les grands magasins printemps qui m'avaient repéré sur les réseaux sociaux et qui me proposaient en fait d'ouvrir un pop-up Institut de beauté dans quelques-uns de leurs magasins pour tester. Et c'est vrai que là, je me suis dit, ok, c'est il y a une possibilité de développement qui s'offre à moi que j'avais pas imaginé. Et j'ai bien sûr accepté et ça m'a beaucoup aidé aussi dans ma visibilité un peu plus nationale. Donc, tu as vraiment, en fait, profité de cette période de confinement qu'on a vécu pour monter justement ton image de marque sur les réseaux. À ce moment-là, comme tu dis, c'était pas forcément calculé en ce sens-là. Et c'est peut-être ça aussi qui a fait les raisons de ton succès, c'est que c'était naturel, c'était toi, c'était ta personnalité, c'était ce que tu avais envie de partager sur les réseaux. Et ça t'a ouvert, en fait, des opportunités incroyables. Est-ce que justement, donc je comprends, c'est au moment où tu reçois cet email de proposition de collaboration avec les grands magasins Printemps où tu te dis tiens, ça peut devenir quelque chose. Enfin, qu'est-ce que tu te dis précisément à ce moment-là? Est-ce qu'il y a de la peur? Est-ce qu'il y a de l'excitation? Qu'est-ce qui se manifeste quand on reçoit justement une opportunité comme ça? Alors, de la peur, non. En fait, j'ai jamais vraiment eu peur parce que c'est vrai, en tout cas, de pratiquer le métier, je le faisais déjà depuis de nombreuses années.
voilà, c'est comme je te disais au début, c'était ma passion, donc je le faisais et au travail et en dehors, etc. Et je me considérais déjà comme une très bonne esthéticienne entre guillemets. Et ce qui est, voilà, c'est plus l'excitation et de me dire comment avec mes stories entre guillemets, comme tu dis, qui étaient pas hyper carrées, pas forcément avec une bonne lumière, etc. J'ai réussi quand même à toucher les bonnes personnes et qu'on puisse m'offrir voilà, cette opportunité. C'était voilà, c'est plus après il y avait des questions de timing, de choses comme ça parce que à l'époque, c'est vrai que j'avais déjà j'étais très très dans l'opérationnel hein, planning de prestations Ouais. du matin au soir et là je me souviens, je crois que j'avais un mois pour créer le stand enfin l'institut éphémère pour recruter, pour faire la déco, vraiment finalement j'ai pas vraiment eu le temps de stresser parce que j'ai dit oui, j'ai foncé en fait, hein, j'ai dit oui et puis ensuite j'ai fait voilà petit à petit et on va dire que le plus compliqué pour moi ça a été plutôt de me staffer, de recruter et de me dire ok forcément il va falloir déléguer parce que je pourrais pas être partout. Et est-ce que je vais réussir à garder voilà le même niveau d'exigence, le même niveau d'excellence c'est voilà, c'est ça qui a été le plus difficile à gérer parce que forcément entre les clientes qui voulaient passer qu'avec moi, les nouvelles filles qui arrivaient qu'il fallait que je forme, enfin, c'était vraiment très intense. Alors justement, j'aimerais bien qu'on creuse un petit peu ce sujet de mise en place opérationnelle parce que quand ton centre grandit, quand tu es toi amené aussi à faire grandir finalement ce qui est devenu une marque et une entreprise, la nécessité de déléguer, tu l'as dit, elle est capitale. Et pourtant, c'est des vraies questions que se posent beaucoup d'esthéticiennes chefs d'entreprise quand elles travaillent avec des équipes. Comment justement tu as fait pour vaincre un peu ces craintes de perdre en qualité, faire de la délégation bien encadrée? Comment tu as réussi à te créer une équipe et l'engager en fait à tes côtés? Alors c'est vrai que pour moi ça a été le vrai tournant, c'est ce moment-là, c'est le moment où je me dis bon ok là j'ai pas mal de propositions de développement, je pourrais pas être partout, euh, il va falloir s'entourer et c'est sûr que si on veut développer, et voilà il faut pouvoir déléguer. Et je me suis mise énormément dans la formation en me disant je vais essayer vraiment de donner voilà toutes les clés aux futures à mes futures collaboratrices pour qu'elles puissent travailler on va dire de la même manière que moi. J'ai essayé de trouver des gens passionnés. Alors pas facile, hein, j'ai eu aussi des déceptions, mais honnêtement, voilà, ça a été un cap que ça n'a pas été non plus d'un coup. J'ai pris quand même une petite année, on va dire, pour sortir un petit peu de l'opérationnel vraiment de l'institut. Après, pour les motiver, c'est vrai comme on a la chance de faire pas mal d'événements, de choses comme ça, c'est vrai que ça fédère aussi. On a la chance d'avoir beaucoup de CV parce que c'est un petit peu un institut différent. Euh, et voilà. Et aujourd'hui, c'est plus fluide, mais c'est vrai que voilà, à l'époque, il y avait quand même ce côté tension de toujours avoir. Il y avait quand même de temps en temps du turnover. Hein. Je tiens à rassurer les autres chefs d'entreprise, c'est pareil partout. Euh, Ouais. voilà, maintenant, je pense que la formation, c'est quand même la clé, en tout cas, chez Sonia V, c'est vraiment ce qui a aussi permis de garder du personnel sur le long terme, puisque j'ai beaucoup investi dans des formations, et ça, généralement, les filles, elles apprécient énormément. Est-ce que tu as aussi, tu parlais justement de l'attractivité en fait de ta marque Sonia B qui t'a servi dans tes recrutements parce que tu reçois Oui, des CV, ce qui est peut-être pas le cas pour toutes les gérantes d'équipe, mais c'est un des gros avantages que tu as su créer. Qu'est-ce que tu as mis en place comme système vraiment dans ton management? Donc, tu as la formation qui permet de mettre en compétence, de préserver la qualité et aussi d'avoir un impact sur l'engagement. Est-ce que au quotidien, par exemple, tu as mis en place
une manager? Comment est-ce que justement tu as structuré cette équipe pour l'engager et pour pouvoir la suivre d'un point de vue management? Alors déjà, sur le parcours un peu classique de mes salariés actuels, certaines sont là depuis le début. Voilà, c'est beaucoup des apprentis qui sont ensuite devenus que j'ai embauchés et qui ont ensuite monté les échelons. Donc, je pense que je leur ai fait confiance aussi. J'ai essayé de. Finalement, moi, j'apprenais le métier. J'apprends toujours le métier de chef d'entreprise. Et elles ont appris avec moi à évoluer, puisque je suis très consciente aussi que voilà le succès de Sonia B, c'est aussi le succès du groupe, et c'est aussi grâce à elles. Et les nouvelles arrivées, en fait, avaient aussi cet exemple de voilà la fille qui est arrivée alternante et qui est maintenant assistante. Et je pense que ça donne aussi l'espoir, le fait qu'on puisse faire confiance aussi à des jeunes filles. C'est un peu comme ça que je les ai emmenées dans mon aventure entre guillemets. Alors, aujourd'hui, oui, j'ai une manager, des assistantes, etc. Mais finalement, c'est quand même assez récent, puisque j'ai quand même beaucoup de travail hors vraiment institut physique, donc c'est vrai que je peux plus m'occuper du management, et honnêtement c'est pas du tout ce que je préférais. Donc voilà, ça a été les amener vraiment dans mon aventure au quotidien. Dès qu'il y a des succès, c'est vrai que je leur ai toujours fait partager ça avec moi. On essaye de faire des moments en équipe aussi. Un petit week-end chaque année, on se retrouve tout ensemble. On essaye de fêter les anniversaires. Enfin, je pense que le côté humain, finalement, doit rester un petit peu au cœur des relations. Dans la gestion humaine, on a parfois des déceptions. Je me souviens de mon premier, on va dire, départ. Je l'ai vraiment vécu comme une rupture amoureuse, entre guillemets, puisque voilà, Sonia B, c'était mon bébé. Je pouvais pas concevoir qu'on ne s'y plaise pas. Voilà, donc après j'ai fait un chemin, j'ai fait un travail sur moi, et aujourd'hui voilà, ça se passe beaucoup mieux, mais c'est vrai que c'est le plus difficile. Je pense que dans n'importe quel secteur, je pense que en tant que chef d'entreprise, l'humain, c'est vraiment très très compliqué. Ouais. C'est une remise en question permanente. C'est-à-dire que je pense qu'il n'y a pas de science exacte. C'est pas une science exacte. Ah oui. Mais comme tu disais, effectivement, c'est un chemin et c'est une évolution. Et tu disais aussi, ouais, c'est un travail à faire sur soi. Ouais, complètement. Ton quotidien aujourd'hui, donc t'es parti, on répète, du centre Sonia B, tu as fait grandir ta marque, t'as été contacté, t'as eu des opportunités de partenariat, de collaboration. Ton équipe a énormément grandi, t'as structuré. Aujourd'hui, Sonia B, ton quotidien, il ressemble à quoi? Ton quotidien pour l'entreprise Sonia B? Alors, c'est vrai que ça a beaucoup changé, hein. Voilà, je ne passe plus beaucoup de temps en cabine, plus beaucoup de pratiques, mais voilà, plus de décisions, de création, d'organisation. Voilà, je réfléchis au projet, à la vision. Beaucoup de gestion de problèmes aussi, hein, faut être honnête. Mais le côté Sonia B, ça représente encore beaucoup de travail, mais c'est vraiment plus de la structure. Et aujourd'hui, je suis étonnée moi-même de me dire que j'ai grâce à ma visibilité aussi un impact sur le métier, mais aussi sur l'entrepreneuriat au féminin, etc. Donc j'ai beaucoup de sollicitations dans ce sens-là. Ça me prend un petit peu de temps, mais j'aime beaucoup vraiment. J'aurais jamais pu en fait imaginer pouvoir inspirer des jeunes femmes, ou des femmes d'ailleurs. Donc c'est voilà, mon quotidien, c'est un quotidien de chef d'entreprise, hein, Exactement. parce que je suis maman aussi, donc c'est vrai que voilà, essayer d'équilibrer tout ça. Mais j'aime bien. Voilà, je suis quelqu'un de très très active, donc c'est là où je me sens le mieux, c'est d'avoir toujours débordé. Est-ce qu'il y a des choses quand même sur lesquelles tu arrives à te concentrer vraiment? Parce que c'est vrai que le rôle en fait de dirigeante, hein, maintenant, tu as vraiment évolué dans ce rôle-là. Est-ce que tu arrives quand même à te concentrer
sur ce que tu as envie de développer, sur ta vision? Oui. Oui, oui. C'est vrai que mon focus est clairement sur la vision, sur le développement. J'ai énormément d'idées. J'essaye voilà, je suis beaucoup dans l'action. Donc c'est vrai que généralement quand j'ai des idées, j'essaye de les mettre en place. Et puis bien souvent ça marche pas, mais le fait d'essayer, quand ça marche, ça cartonne. Et voilà, et toujours quand même un lien fort avec le métier. Voilà, comme je le disais tout à l'heure, c'est que j'essaye vraiment par des petites actions d'élever notre industrie. Ça, c'est quelque chose de très important pour moi. Mais voilà, ma concentration, elle va sur le développement, puisque je suis très ambitieuse, j'ai de grands rêves, et du coup, j'aimerais développer une marque de produits, j'aimerais développer des franchises. Enfin, j'ai plein de projets. Plein d'idées. Oui, Merci en tout cas de partager ça avec nous. Je avec suis grand plaisir. ravie. Et qu'est-ce que tu fais plus du tout aujourd'hui? Donc tu nous as dit les soins cabines. Est-ce qu'il y a d'autres choses que tu ne prends plus en charge? Je fais beaucoup de choses quand même. Au moins, je supervise pas mal de choses. Mais voilà, je fais plus, par exemple, les premiers entretiens de recrutement, les choses comme ça. Bon, en effet, les soins cabines, sauf sur des événements. Mais voilà, c'est plus cette partie-là, plutôt pratique. Même si je fais de la formation, donc ça m'arrive quand même très souvent de manipuler les produits ou voilà, de faire les prestations, mais plutôt dans le cadre des formations. Qu'est-ce qui te demande aujourd'hui le plus d'énergie? Bon, tu nous as dit que tu étais maman, donc peut-être que ça va être ton top un. Mais on va dire dans ton rôle de dirigeante, qu'est-ce qui te demande voilà, le plus de ressources, de temps, d'espace mental? J'en parlais tout à l'heure. Franchement, je pense que la gestion du personnel, ça reste la charge mentale la plus importante. Je suis un peu d'accord avec toi quand même là-dessus. Le but. Merci beaucoup. J'aimerais qu'on termine cet épisode avec un peu ta vision du secteur, ta lecture du secteur, avec le recul que tu as aujourd'hui. Comment est-ce que tu perçois justement l'évolution du secteur esthétique? Il a été énormément challengé, bouleversé ces 5-6 dernières années. Qu'est-ce que tu vois, toi? C'est vrai que c'est post-Covid, le secteur a été profondément bousculé. Et d'ailleurs, je trouve que vraiment là, cette dernière année, on en récolte les fruits. Hein. Enfin, franchement, d'ailleurs, c'est plutôt négatif. Mais c'est vrai que j'ai jamais autant entendu de difficultés dans notre métier. Ouais. C'est pas évident. Franchement, moi, ça me touche beaucoup parce que c'est vrai que je reviens un peu à la formation, mais pour moi, c'est quand même le gros point noir qui dévalorise notre métier. C'est l'explosion en fait des formations un peu courtes, des formations à distance, voilà, sans socle, sans contenu. Aujourd'hui, le fait que en quelques heures, on peut être spécialiste de la peau, des cils ou des ongles sans diplôme d'État. Ouais. Ça fait énormément de tort à notre métier. Ça crée une confusion chez les clientes qui ont aujourd'hui une telle proposition. Ouais. Tu peux faire des soins chez les médecins, tu peux faire des soins chez les kinés, tu peux faire des soins à domicile chez des jeunes filles. Enfin, c'est vraiment il y a de tout et beaucoup de n'importe quoi. Et c'est vrai que les vrais professionnels formés, expérimentés, c'est dur. C'est dur. Moi, c'est vrai qu'au quotidien, j'échange beaucoup avec des gérantes d'instituts et c'est pas évident. Le métier est vraiment en train de changer. J'avais vu d'ailleurs ta publication LinkedIn sur ce sujet et je te rejoins complètement. C'est que on a une profusion d'informations, une profusion de contenu et on est dans une époque où on nous dit tu peux te transformer, tu peux changer, tu peux t'inventer, tu peux te créer. Et je suis d'accord avec toi que ça a un côté formidable de pouvoir faire ça. Mais de l'autre côté, c'est vrai que ça perturbe énormément. On n'a plus de repères. Et je crois que ça va aussi très très vite. Alors forcément, on verra un peu avec le recul les vrais bénéfices ou les vraies transformations durables de tout ça.
Mais merci en tout cas d'évoquer ce sujet parce que c'est un vrai sujet, je crois, depuis l'année dernière, fin d'année dernière, que ça impacte Oui. énormément les professionnels. Qu'est-ce qui est justement en train de changer profondément selon toi? C'est quoi l'issue de ça? Je pense que de ce fait, parce qu'il y a aussi la crise économique, etc. On va traverser une phase qui va, voilà, on va faire un tri naturel. Donc je pense que les professionnels vraiment solides, formés, engagés vont se démarquer. Ouais. Et au final, moi, je le vois vraiment, voilà, avec un côté assez positif. Et je me dis que si ça peut renforcer le niveau d'exigence de notre métier, voilà, j'espère que la finalité ce sera ça en fait, et aussi que voilà tout le monde se rende compte que c'est un métier où il faut voilà des connaissances, une expertise et qui s'approche quand même de la santé. On en parle beaucoup de ce pont-là du bien-être vers la santé, la beauté. Euh, il y aura, il y aura des choses qui vont se passer, c'est sûr, de ce côté-là. Qu'est-ce que pour toi aussi, beaucoup de professionnels de notre secteur, donc des professionnels, on va dire Oui. diplômés, n'ont pas encore compris? Alors, c'est vrai qu'il y a aussi ce côté-là, c'est que il y a un côté de la profession qui est un peu vieillissant, si je peux me Ouais, permettre, et il y a des leviers majeurs qui ont été un peu négligés. Pour moi, il y a vraiment la stratégie digitale, voilà la présence sur les réseaux sociaux, voilà site internet, etc. C'est vrai que il y a beaucoup d'instituts qui ont du mal à s'y mettre ou qui veulent pas s'y mettre. Et ouais, aujourd'hui, pour moi, c'est impossible de passer à côté. C'est une visibilité 24 heures sur 24, quasi gratuite. Et c'est la nouvelle publicité. Ça sert à rien de mettre son budget dans des, désolé pour la presse écrite, mais en tout cas pour nos métiers, euh, les réseaux sociaux restent le meilleur impact qu'on puisse avoir. Donc c'est vrai que malheureusement, je pense il y a pas mal de professionnels qui n'ont pas adhéré avec le digital. Et pour moi, la formation continue aussi. C'est qu'il faut pas se dire bon bah ok, j'ai mon diplôme, j'ai été formée il y a 20 ans voilà, je continue de faire les mêmes soins qu'il y a 20 ans. C'est un secteur qui bouge énormément, qui s'enrichit aussi de plein de choses. Et je pense qu'il faut se former en continu pour monter en ouais, compétences. Et sinon, on se fait dépasser, ça va très vite. ouais. Je suis d'accord avec ça. Et je crois aussi, parce que j'ai aussi des clientes qui sont dans ce que tu as décrit, c'est-à-dire on a une espèce de grosse résistance par rapport à la communication digitale, par rapport au fait de chercher en fait à chaque fois à innover. Je crois que l'accompagnement pour moi c'est vraiment clé, mais même tout secteur confondu, c'est-à-dire en tant que chef d'entreprise, dès le moment où on a une entreprise, une marque à construire, des clients, aujourd'hui je trouve que le monde est tellement complexe et il faut tellement être partout, comme tu disais, que l'accompagnement ça reste une vraie ressource. Pour Mm. toi, où sont les vraies opportunités du coup aujourd'hui? Je me permets juste de revenir sur ce que tu viens de dire, Tiffany, Ouais, parce que c'est vrai que franchement, l'accompagnement, c'est très très important et tu fais bien d'en parler puisque en tant qu'esthéticienne ou en tant que gérante, bah, on sait pas forcément faire, on sait pas. Il y a un problème aussi de génération, mais euh, ouais. honnêtement, moi, je sais pas faire de montage, il y a plein de choses que je sais pas faire en communication, mais assez tôt dans le business, quand j'ai vu que ça pouvait être un levier, ben, au lieu d'embaucher une esthéticienne, j'ai embauché une community manager. Et c'est vrai que ça a été peut-être un de mes recrutements finalement, les plus rentables. Donc, parfois, il Mhm. faut oser aussi passer le cap et quand on ne sait pas faire, bah, tout simplement de se faire accompagner. C'est très important. Ouais. Et pour ta question sur les vraies opportunités, alors, moi, je pense que vraiment le futur appartient aux instituts qui vont être capables de se positionner clairement. C'est-à-dire que aujourd'hui, d'avoir un institut monochrome, très clean, mais sans identité, Ouais. voilà, je pense que la différenciation, que ce soit visuelle, que ce soit dans la carte de soins, elle est super importante. Peut-être d'avoir des cartes courtes,
mais avec une vraie spécialisation. C'est pour moi la nécessité des instituts qui cartonneront demain, puisque l'expérience client, voilà, ça doit être une signature. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'instituts, il y a beaucoup de propositions, donc c'est vraiment affirmer sa vision, affirmer son excellence, et également la présence digitale, vraiment qui doit être authentique, pas forcément parfaite, mais qui doit être régulière et qui doit refléter un peu l'ADN, en tout cas, du lieu. Je suis d'accord avec toi. Merci beaucoup pour ces leviers-là. Mes questions un peu traditionnelles de fin d'épisode avec un invité. Quel message, toi, tu aurais envie vraiment de transmettre aux professionnels qui ont de l'ambition, mais qui n'osent peut-être pas toujours l'assumer? C'est vrai que l'assumer pleinement, pour moi, l'ambition, elle n'est pas incompatible avec la douceur, avec la féminité ou l'équilibre. Et au contraire, elle est souvent le moteur des plus belles réussites. Donc, faut, voilà, le crier haut et fort, le montrer, notamment sur les réseaux sociaux. Puis en plus, on est un peu dans cette ère d'entrepreneuriat, de motivation, etc. Donc ça peut être aussi un beau levier de visibilité. Exactement. Qu'est-ce que tu aimerais justement qu'on dise un peu plus souvent aux femmes chefs d'entreprise? Parce que j'ai fait un épisode sur le sujet de l'ambition, d'ailleurs, il y a quelques semaines. Et je trouve que en tant que femme, on a du mal avec ce mot un peu ambition. En tout cas, il n'est pas forcément vu de façon aussi positive que quand on parle de l'ambition masculine. Alors, qu'est-ce que tu aimerais qu'on dise plus souvent aux femmes chefs d'entreprise? Moi, plus précisément, vraiment, j'aimerais qu'on valorise davantage la légitimité des femmes dirigeantes qui évoluent justement dans les secteurs dits féminins. Voilà, il faut pas oublier que la beauté, c'est une industrie exigeante, innovante, économiquement majeure et loin des clichés de futilité qu'on peut avoir. Donc, c'est vrai qu'en tant que femme, chef d'entreprise, on a toujours ces questions. Est-ce qu'on est légitime? Est-ce qu'on est des esthéticiennes ou est-ce qu'on est vraiment le chef d'orchestre d'une entreprise? Et c'est vrai qu'il faut essayer de se le dire déjà entre nous, entre femmes, parce que c'est vrai que les hommes, en tout cas, eux, n'hésitent pas. Et voilà, dépasser un petit peu cette barrière qui est pas facile, et encore moins, je trouve, dans nos métiers qui sont très féminins et du coup parfois regarder un petit peu comme futile. Et si tu pouvais en toute conclusion parler à la Sonia du début, la Sonia qui a choisi ce secteur esthétique et qui est partie dans cette aventure, qu'est-ce que tu lui dirais? Je lui dirais d'arrêter de se sous-estimer, parce que c'est vrai qu'au départ j'ai toujours eu entre guillemets de grands rêves, et je me suis toujours dit que je voulais avoir un impact, mais c'est vrai que jamais j'aurais pu imaginer en tout cas, créer de l'emploi. C'est vraiment ça, moi, qui quand je prends du recul, je me dis waouh, j'aurais jamais pu imaginer aider des jeunes filles à se lancer dans la vie active. Donc voilà, je dirais à la Sonia du début que de ne pas avoir peur de déranger en voyant plus grand, et qu'il faut toujours croire en ses rêves, parce que tout est possible. Merci beaucoup, Sonia. Je t'en prie, Tiffany. Merci à toi. Merci beaucoup, Sonia, pour cet échange. Ce que je retiens de ton parcours, c'est une chose essentielle. Dans notre secteur, l'ambition, ce n'est pas une question de chance, c'est pas une question de notoriété, c'est une question de décision, de vision et de structure dans son organisation et dans sa gestion du temps. Donc si vous écoutez cet épisode et que vous vous dites « Moi aussi, j'ai envie d'aller plus loin, mais je ne sais pas par où commencer », alors c'est probablement que vous êtes à un moment clé de votre parcours. Chez USBE, j'accompagne justement des dirigeantes qui veulent faire grandir leur activité sans s'épuiser, sans se perdre et en restant surtout alignées avec leur vision de vie. Merci Sonia pour ton partage, merci à vous pour votre écoute, et on se retrouve très vite dans un nouvel épisode de Business en Spa Esthétique. Si vous souhaitez aller plus loin et transformer votre activité et vos méthodes de travail, rendez-vous sur notre site internet expertise-spa-bien-être.fr. Découvrez le programme d'accompagnement et les cours USBE conçus pour vous aider à développer vos compétences et faire de votre activité un véritable succès.